Salut à tous. Petite vidéo improvisée comme ça, elle n'était pas prévue. Elle fait suite à quelques tweets de ma part que j'ai sortis dimanche, ainsi qu'à l'émission de Saka de la semaine dernière, où on revient un peu sur ça. Je vous invite à aller la voir pour nous soutenir. C'est pas nécessaire pour regarder cette vidéo, mais c'est mieux, puis c'est important pour moi, puis pour les gars, quoi. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur ce projet qui m'anime en 2025. Bref, on est là donc pour se pencher sur la J-League, sur le début de saison de J-League, qui est quand même assez spécial. Voilà, donc là je vous parle vraiment en roue libre, j'ai pas de texte, hein, j'ai juste quelques notes sur mon portable, donc ça risque d'être très décousu. Mais bon, si vous suivez un minimum la J1, vous avez remarqué quelque chose, c'est que cette année c'est ultra serré. Il y a 10 points actuellement entre le premier Machida et le dernier l'Albirex Niigata. Donc c'est très peu après, hein, sachant qu'il y a déjà eu 9 journées. Si on continue dans les stats, il y a 3 points entre le premier et le neuvième. Il doit y avoir à peu près dans ces eaux-là aussi entre le 11e et le 20e. Je n'ai pas le classement sous les yeux, mais il me semble que c'est ça. Et globalement, à part entre la 10e et la 11e place où il y a un petit gap, ça fait quand même un classement très 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 resserré. Et c'est surprenant parce que en début de saison, on s'attendait quand même à voir certains clubs vraiment surnager. Je pense à Kashima, je pense à Hiroshima, et d'autres vraiment vraiment s'enfoncer. Moi je pense à Yokohama FC surtout. Et finalement, on se rend compte que Yokohama FC est 11e, que Kashima vient d'enchaîner 2 défaites de suite, que devant Machida et Kawasaki viennent de faire match nul, etc. Il n'y a pas de club qui arrive à vraiment vraiment tirer son épingle du jeu. Il y a 2 semaines on pensait que ce serait Kashima, finalement non. Et la stat c'est que en 9 journées il y a déjà eu 6 premiers différents. Alors si je dis pas de bêtises, il y a eu Shimizu, il y a eu Kashiwa, il y a eu Shonan, il y a Machida, il y a Kashima et j'ai oublié le premier après la première journée. Je me demande si c'était pas Kawasaki, quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà. Il y a 6 premiers dans ce début de saison en 9 journées en J-League et c'est quand même assez surprenant. On peut se demander pourquoi, globalement, déjà, c'est aussi serré. Et on reviendra un peu après sur les causes, mais déjà on peut observer que certains clubs, notamment Kyoto, notamment l'Avispa, sont bien au-dessus de là où on les attendait et ont cette capacité à vraiment tenir tête au gros devant. Ça, on s'en attendait pas forcément, surtout que l'Avispa est en pleine transition. Le Kyoto de Jogwije, on sait jamais trop quoi en penser. Et finalement, ça fonctionne très bien. Et c'est 2 clubs qui ont beaucoup fait perdre de points aux équipes du dessus. Donc ça, c'est un premier truc intéressant à souligner. On voit aussi des clubs comme Okayama et surtout comme Niigata qui jouent très bien. Bon, Niigata, ils sont derniers, mais ils ont un très très beau jeu. Et Okayama, ils sont dans la première partie de tableau, ils ont un jeu beaucoup plus rudimentaire, mais qui est aussi très très intéressant, très bon collectivement. Ce qui fait que par rapport à avant, on a l'impression qu'on a vraiment moins d'écart de niveau. Enfin voilà. Ce qui fait aussi que des clubs comme le Gamba, le Vissel, le FC Tokyo, et, euh, et Urawa, oui, bien sûr Urawa. C'est 4 clubs qui sont actuellement hors top 10. Le Vissel est aux alentours de la 15e place, le FC Tokyo est 17e. Et ça pose des questions quand on voit que ces clubs n'arrivent pas à remonter. Au contraire, le Gamba, il chute. Urawa, on a cru que ça allait remonter, puis là, il y a une nouvelle contre-performance. Euh, et on voit que ces clubs n'arrivent pas à remonter, alors que pourtant, ils ont un effectif qui est sur le papier plus costaud, du moins en apparence. Et c'est ça, le truc. C'est une situation qu'on n'a pas trop eu l'habitude de voir en J-League. La J-League, ça a quand même resté un championnat serré, mais t'avais toujours ces quelques équipes très au-dessus et ces quelques équipes très en dessous. On se rappelle de Sapporo en 2012 qui avait terminé lanterne rouge avec une petite dizaine de points. Même des équipes qui avaient terminé lanterne rouge, je pense à Matsumoto à l'époque, le Kofu aussi, des équipes qui étaient vraiment faibles, mais faibles et qui ne réussissaient que rarement
à créer la surprise. Parce que, et on le savait dès le début, quand on les voyait, on disait ça va descendre tout de suite. C'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas depuis l'an dernier déjà. Quand on voit la relégation d'Iwata, on se dit pas que Iwata en tant que promu va être relégué direct parce qu'il y avait quand même un jeu intéressant. Mais voilà, on a une homogénéisation du niveau de la J-League. Pareil, si on part dans le passé, on a des équipes qui ont survolé la J-League sur certaines saisons. À l'époque, Kashima dans les années 2000 beaucoup. Fin des années 2010, début 2020, il y avait le Kawasaki qui roulait sur le championnat littéralement. C'était vraiment une équipe très très impressionnante à avoir joué, qui avait été invaincue pendant 26 matchs, si je dis pas de bêtises, qui est le record, on va dire, de la J-League moderne, donc depuis 1993. Et là, depuis le titre, on va dire, de Yokohama en 2022, là depuis 2023 avec les titres de Kobe, on n'a plus d'équipe qui surdomine le championnat. Et cette année, c'est vraiment flagrant. Et le temps passe. Moi, chaque semaine, je fais mes bilans. Chaque semaine, tous les mois, je fais mes épisodes de Saka. Et on a du mal à dire qui va gagner le titre parce que on va dire du bien d'une équipe, puis elle va enchaîner 2 défaites, un nul ensuite. Donc c'est très 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 perturbant. Mais tout ça, ça nous amène à nous pencher sur les causes. On y revient. Pourquoi la J-League est homogène à l'heure actuelle? Pourquoi un club comme Niigata, un club comme l'Avispa, sont capables d'aller littéralement accrocher, battre Kashima ou Kawasaki, je ne sais quelle équipe qui est censée être beaucoup plus haute. Et il y a déjà une chose, c'est qu'en 10 ans, la J-League, elle s'est énormément améliorée infrastructurellement. C'est une réalité. Quand on voit le nouveau stade d'Hiroshima, beaucoup de nouveaux centres d'entraînement, etc., des terrains, dans les équipes jeunes aussi, globalement, il y a une réelle augmentation du niveau des infrastructures qui avait été poussée par la Coupe du Monde en 2002, mais qui a été continuée. Et ça déjà, quand t'es dans un club que tu peux, on va dire, t'entraîner dans des très bonnes conditions, etc., c'est une bonne chose. Deuxième point, il y a la qualité des infrastructures, mais la qualité du personnel aussi. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de clubs de J2 ou de bas de tableau de J1 qui essayent de devenir compétitifs dans la formation et dans la post-formation. Avant, à l'époque, Matsumoto, c'est pas forcément un bon exemple, mais des équipes comme Kofu à l'époque, ils montaient en J1, ils étaient en J1, ils recrutaient des joueurs plutôt d'expérience, ou alors des joueurs de J2, et advienne que pourra. Maintenant, on voit une équipe comme Niigata, dans une moindre mesure comme Yokohama FC, c'est des équipes qui recrutent plutôt jeunes, avec une volonté de faire progresser les joueurs, et de s'appuyer dessus. Yokohama FC, c'est quand même un très très bon club formateur. Niigata, il profite, on va dire, d'un certain monopole sur la préfecture de Niigata, et donc peuvent bénéficier, on va dire, de l'apport du lycée Teikyo Nagaoka. Ils peuvent profiter de la Niigata Health and Welfare University. C'est deux entités scolaires, donc une université et un lycée, mais qui sont quand même très très réputées dans le milieu du football. Et Niigata a une petite, on va dire, exclusivité sur les meilleurs joueurs, les meilleurs éléments, étant donné que ils sont en partenariat avec, donc ça aide. Quand on voit donc des clubs comme Yokohama FC, Albirex Niigata et tout, on voit des clubs qui du coup maintenant essayent d'être comment dire, protagonistes de leur manière de recruter, pas être que avec des jeux d'agents qui disent tiens on va placer ce joueur avec un peu de chance, ça nous aidera à rester en J1. Non, c'est des clubs qui choisissent qui recrutent maintenant, qui ont un véritable projet de recrutement, aussi ça c'est important. Niigata c'est un club qui a énormément de recruteurs sur la J2, la J3 et sur l'universitaire. Ça se rejoint dans cette augmentation dans cette hausse de la qualité des hommes aussi dans les clubs en plus des infrastructures. On rajoute un autre point, c'est l'Europe. L'Europe, c'est très important dans l'histoire, parce que maintenant, par rapport à il y a 10 ans, un joueur qui va exploser dans un club plutôt bas de tableau de J1, par exemple dans un Shonan, il va pas aller ensuite à Kashima ou à Kawasaki, etc. Il va aller en Europe. Ce qui fait que le sommet de la pyramide
c'est plus les cadors japonais et les monstres financiers entre guillemets. Le haut de la pyramide, c'est l'Europe. Donc, les cadors, ils ont dû s'adapter de deux manières. Soit ils doivent former et être les meilleurs sur le domaine de la formation. C'est ce qu'essaye de faire le FC Tokyo notamment. Kashima est très avancé sur ce point. Soit il faut dépenser des énormes sommes. Sauf que rares sont les clubs japonais qui peuvent s'aligner avec l'Europe. Et surtout, rares sont les clubs japonais qui peuvent proposer plus que l'Europe afin que le joueur il préfère aller là plutôt qu'en Bundesliga ou en Jupiler Pro League, etc. Donc, il y a en fait, il y a à la fois un nivellement par le bas dans le sens où le niveau s'homogénéise parce que les cadors sont moins forts, mais aussi un nivellement par le haut parce que les petits d'avant ne sont plus aussi petits. Donc, c'est vraiment un nivellement presque par le centre entre guillemets où tout s'homogénéise. On pourrait presque dire que la J2 de maintenant est la J1 d'avant. Parce que dans la J2 de maintenant, et encore là aussi c'est en train de changer, mais dans la J2 de maintenant, les cadors, ils sont en haut. Les Vivaren Nagasaki, Montedio Yamagata, là, cette année le Red Bull Omiya, enfin le Rasenballsport Omiya, pardon, etc. Ils sont en haut. Et les petits comme Eime, comme Iwaki, etc., ils sont en bas. Mais ça encore, c'est en train de changer. On le voit des fois ces dernières saisons, notamment cette année avec le Consadole Sapporo et le Sagan Tosu qui ratent complètement leur début de saison de J2. Donc même là en J2, c'est en train de changer. Et les noms, les jolis noms, les beaux clubs financièrement, c'est plus forcément eux qui dominent la J2, comme maintenant c'est plus eux qui dominent la J1. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre aussi, c'est que la domination financière des clubs, elle est beaucoup moins forte au Japon qu'en France. Par exemple, c'est une estimation, donc j'ai pas les chiffres précis, mais un club comme Kawasaki ou un club comme Tokyo, qui sont des énormes budgets de J1, ils ont environ 5 fois plus de budget que l'Avispa et l'Albirex, qui sont les deux plus petits budgets de J1. 5 fois plus, c'est pas énorme. Quand on compare par rapport à un Angers en France qui aura environ 20 millions de budget et un PSG qui va dépasser les 500 millions, c'est pas x5, c'est beaucoup plus, c'est plus de x10, c'est même plus de x20. Mais donc, ça limite beaucoup le pouvoir financier. Alors, maintenant on peut réfléchir au futur, parce que est-ce que ça va continuer d'être aussi homogène le football japonais, ou est-ce que ça peut changer ? Il y a des monstres financiers qui vont arriver. Notamment, bien évidemment, c'est Omiya, qui a été racheté par Red Bull et qui semble bien parti pour remonter en J1. Mais les clubs Red Bull, c'est pas les clubs qui investissent énormément non plus. À part Leipzig peut-être, et encore Leipzig, c'est pas le club qui investit le plus en Allemagne. Et donc, je pense pas que ça sera un club qui va dominer le championnat financièrement. Il y avait des clubs qui pouvaient tenter cette domination. Les Marinos à l'époque, pas de bol. Le groupe Nissan, crash, finito. Kobe à l'époque investissait énormément, mais le problème de Kobe, c'est que maintenant Rakuten, ils sont pas dans la forme de leur vie, donc ils investissent beaucoup moins dans le club. T'as Tokyo qui est quand même soutenu par un gros actionnariat, mais qui on ne sait pas pourquoi n'investit pas beaucoup. Il y a des clubs plutôt à l'aise financièrement, hein. Je pense au Cerezo Osaka détenu par Yanmar. Je pense même au Kyoto Sanga. On fait passer Kyoto pour un petit club, c'est quand même un club qui a un actionnariat très très solide, avec notamment Nintendo dedans, même si c'est qu'une partie. Donc, mais on n'a pas ce cadre financier vraiment détenu par un propriétaire richissime et qui veut mettre énormément d'argent. Donc, à moins qu'on ait un club par la suite qui travaille si bien et qui ait beaucoup de budget, donc ça lui permettrait de vraiment dominer le championnat en attirant les meilleurs joueurs et avec un coach aussi très performant. À moins qu'on ait ça, ce qui est peu probable à court terme, il y a peu de chances qu'on ait réellement de grosses dominations dans le futur du football japonais. Et je sais pas pour vous, mais pour moi c'est une très bonne chose.
parce que ça rend le championnat beaucoup plus excitant. Là, l'an dernier, l'année d'avant, on a eu 2 courses au titre exceptionnelles, avec la victoire de Kobe en 2023 dans la course au titre face à Yokohama F. Marinos, en 2024 face à Kawasaki et Machida, et là, cette année, on est bien parti pour avoir une course au titre. Alors, en théorie, il y a quand même 4 clubs qui se détachent, pas en termes de résultats, mais plutôt en termes d'effectifs et de tout ce qui est nécessaire pour aller gagner un titre. Donc c'est Kashima, Hiroshima, Machida et Kawasaki. Mais quand on voit que Kyoto, quand on voit que Kyoto qui a plus quelques points, quand on voit que l'Avispa est à 1 point de la première place, idem pour Kashiwa, on se dit que est-ce qu'on pourrait pas avoir une belle surprise cette année? Et bah, je pense qu'on aurait tous envie de voir ça, honnêtement. Je pense que, à part quand tu es fan de Machida ou fan de Kawasaki, entre Kawasaki champion et l'Avispa champion, personnellement, moi j'ai fait mon choix. Pas parce que j'aime pas Kawasaki, mais parce que je trouve que quand t'es pas supporter d'un club, t'as tendance à t'attacher aux petits, surtout au Japon. Donc, je pense qu'on aimerait tous, on aimerait beaucoup d'entre nous, en tout cas, aimerait voir un club comme ça champion. On verra par la suite. Si ça se trouve, cette vidéo, elle sera totalement stupide. Et dans un mois, Kashima aura 12 points d'avance sur tout le monde, ou Kawasaki aura 12 points d'avance sur tout le monde. Mais on peut pas nier que, dans le jeu, du moins, même dans le jeu, il n'y a pas d'équipe qui se détache. Et honnêtement, une des équipes qui me fait le plus vibrer depuis le début de saison, en termes de qualité de jeu, c'est Niigata, ils sont derniers. Ça, je pense que c'est la phrase qui résume bien la J-League à l'heure actuelle. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était ultra décousue. J'espère que je vais réussir au montage à rendre ça intéressant. Parce que j'avoue que j'ai pas mal bafouillé. Je tourne ça en vitesse. Mais bon, bah sinon, on se dit à la prochaine et salut.